ces minutes, de cette nouvelle session des minutes de l'X. Le sujet du débat aujourd'hui est le suivant: quand la science influence la politique, le cas du changement climatique. Avant cela, donc, je vais laisser la parole à Marie Bresson, qui est déléguée à la diversité au rayonnement de l'X, pour un petit mot d'introduction. Marie, je te laisse la parole. Voilà. Ouais, merci Guilhem. Et donc, bonjour, je souhaite, au nom de toute la direction de l'école, je souhaite remercier très chaleureusement nos deux intervenants pour leur présence aujourd'hui. Donc, Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique, et Philippe Drobinski, qui est le directeur du laboratoire de météorologie dynamique, Institut Pierre-Simon Laplace, et le directeur du centre interdisciplinaire Energy for Climate. Comme vous vous en doutez, le sujet qu'ils vont traiter nous tient particulièrement à cœur à l'X, puisque notre mission, c'est de relever les grands défis scientifiques de notre société à travers nos trois piliers que sont l'enseignement, la recherche et l'innovation au service de la France et du monde. Donc, un grand merci à vous, Philippe et Laurent, de nous accorder une partie de votre temps que nous savons très compté pour partager avec nous ce webinaire qui s'annonce tout à fait passionnant. Merci Marie. Donc, juste une précision, effectivement, ce webinaire va commencer par une séquence donc, de partage. Donc, les deux intervenants, donc, M. Michel et M. Drobinski, vont nous partager leur point de vue. Ça va durer à peu près 30 minutes. Suivra ensuite une séquence de débat. Et afin de nourrir ce débat, merci de nous faire part de toutes les questions qui vous viennent, et en utilisant donc le petite icône Q&R, questions et réponses. Voilà, nous collecterons vos questions et elle me permettra d'animer le débat. Voilà, donc venons-en aux interventions. Donc, je propose de laisser la parole à Philippe Drobinski sur le premier sujet qui est celui de la science. Finalement, Philippe, que dit la science? Que peut la science au sujet du changement climatique? Je te laisse la parole. Je pense que... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci Guillaume pour cette introduction. Alors, je ne vais pas parler de science, je vais déjà parler d'imbrication science et politique. Alors, attendez que je prépare bien. Voilà. Alors, est-ce que ça passe? Ça y est, parfait. Donc, aujourd'hui, déjà, la connaissance scientifique fait souvent partie intégrale de la conception et de la formulation des politiques publiques, voire leur confère leur légitimité. Donc, la question du changement climatique incarne cette imbrication entre science et politique. Et cette présentation, justement, va aborder la question de la coproduction entre science et politique au sein d'une organisation unique en son genre, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mieux connu sous GIEC. Alors, le GIEC, dont la légitimité et l'autorité auprès des différentes audiences auxquelles elle s'adresse, repose principalement sur l'association du scientifique et du politique dans sa structure organisationnelle même. Alors, le GIEC a été établi en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et son objectif principal est d'évaluer les informations scientifiques et socio-économiques sur le changement climatique, ses impacts et les différentes options pour l'atténuer ou s'y adapter. Le deuxième objectif principal est de produire, sur demande, des avis scientifiques, techniques et socio-économiques pour les conférences des parties ou COP. Aujourd'hui, les évaluations sont pertinentes pour l'élaboration des politiques, mais ne sont pas normatives. Elles ne contiennent pas de recommandations aux décideurs sur ce qu'il faut faire. Alors, le 6 décembre 1988, la résolution « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, fonde le GIEC en tant que groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, afin qu'il fournisse des évaluations scientifiques coordonnées à l'échelle internationale de l'ampleur, de la chronologie et des effets potentiels de l'évolution du climat sur l'environnement et les conditions socio-économiques, et formule des stratégies réalistes pour agir sur ces effets. Alors, l'Assemblée générale convie l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, agissant par l'entremise du GIEC, à produire, dans les plus brefs délais, une étude d'ensemble et de recommandations sur l'état des connaissances relatives à l'évolution du climat et ses effets socio-économiques, les stratégies pour faire face à une évolution nuisible du climat, les instruments juridiques et les éléments à prévoir dans une éventuelle convention internationale sur le climat.
C'est ainsi que donc, le GIEC a produit tous les 5-6 ans un rapport d'évaluation qui est souvent médiatisé et bien connu des personnes suivant cette conférence. Alors, quelques mois après sa création, le GIEC a été rebaptisé groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour mieux refléter la signification de son appellation anglaise, Intergovernmental Panel on Climate Change, ou IPCC, panel qui désigne généralement un groupe d'individus dotés d'une certaine expertise. Et l'accent a été mis non plus sur l'évolution du climat, mais sur les risques liés au changement climatique d'origine humaine. Aujourd'hui, l'organisation a pour mission d'évaluer sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Un point important, c'est qu'il n'est plus question ici de formuler des recommandations, contrairement au début, à l'origine, mais de rester pertinent pour la politique, mais neutre par rapport à la politique, jamais prescriptif. Donc en dissociant rigoureusement le scientifique et l'intergouvernemental, qui est un principe qui s'est particulièrement imposé depuis les réformes du GIEC en 2010. Alors le GIEC a un mandat scientifique tout en étant organisé au sein d'un cadre institutionnel politique. Donc il est composé de 3 groupes de travail, qu'on appellera GT, qui correspondent à 3 dimensions de la question climatique et représentent des communautés épistémiques relativement autonomes. Donc, le GT1 étudie les principes physiques du changement climatique. Le GT2 s'intéresse aux questions des impacts, de la vulnérabilité, de l'adaptation au changement climatique. Et le GT3 évalue les stratégies d'atténuation du changement climatique. Chaque groupe est dirigé par 2 coprésidents et responsable de la rédaction d'un rapport d'évaluation et d'un résumé à l'intention des décideurs. Depuis 2001, le GIEC publie un rapport de synthèse et un résumé à l'intention des décideurs. En 1999, donc une équipe spéciale ici a été constituée pour réaliser les inventaires nationaux de gaz à effet de serre afin de conseiller les États dans leurs efforts pour traduire leur consommation d'énergie en émissions de gaz à effet de serre et d'établir la méthodologie des inventaires nationaux. Alors, le GIEC se réunit en séance plénière au moins une fois par an avec les délégations membres, et c'est en séance plénière que le groupe d'experts accepte et approuve les rapports d'évaluation et leur résumé à l'intention des décideurs. Hop. Ah, c'est pas ça qui doit se passer. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez toujours mes présentations? Oui, on voit tout. Pardon, voilà, c'est bon. Très bien. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Donc, la crédibilité du GIEC repose sur des procédures spécifiques à suivre pour l'élaboration, l'examen, l'acceptation, l'adoption et l'approbation et la publication des rapports. Alors, celui-ci précise les critères retenus pour garantir la qualité du contenu et la forme des rapports du GIEC. Tout d'abord, une diversité d'auteurs, un processus d'évaluation à plusieurs niveaux et un langage équilibré. Donc, ces procédures de gouvernance et de rédaction cherchent à assurer la légitimité du GIEC auprès de son audience et à fonder, du coup, la décision politique sur un consensus scientifique. Alors, les auteurs du GIEC sont des experts sélectionnés par les gouvernements et les organisations participantes et d'autres experts connus pour leurs travaux et leurs publications. Depuis le 3e rapport du GIEC, donc un groupe de travail, donc c'est 2001, un groupe de travail est majoritairement composé d'auteurs coordinateurs principaux qui sont responsables de la coordination d'un chapitre du rapport et d'auteurs principaux responsables de la rédaction du contenu du chapitre. Alors, les auteurs principaux peuvent faire appel à des auteurs contributeurs externes pour les assister dans leur travail sur des questions plus techniques. Donc, en outre, le travail de l'équipe de rédaction est supervisé par 1 ou 2 éditeurs, réviseurs, qui garantit donc le respect des bonnes pratiques scientifiques du GIEC. Donc, à l'exception des auteurs contributeurs qui interviennent à la demande des auteurs principaux, la sélection des auteurs par le bureau du GIEC doit aujourd'hui répondre à des critères plus politiques de diversité et de représentativité géographique.
conformément au principe des organes des Nations Unies. Donc la composition des GT doit ainsi donc répondre à des critères, donc à la fois bien sûr de compétences représentatives de la diversité des points de vue, mais également plus politiques comme la représentation géographique, l'expérience au sein du GIEC, jeunes et seniors, ou encore donc, le respect de la parité homme-femme. Enfin, des examinateurs qui sont généralement externes au GIEC, scientifiques, ONG, entreprises, individus, sont invités à apporter leurs commentaires sur requête du GIEC ou directement à intervenir de leur propre gré au moyen d'un formulaire en ligne. Donc, tout au long de ce processus d'évaluation, la large diffusion du rapport vise à faire participer le plus grand nombre d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans le processus d'évaluation et ainsi à asseoir, je dirais, la légitimité des travaux du GIEC. Donc, le processus d'examen des rapports du GIEC est probablement le plus complexe, mais également le plus long de l'histoire de la science. Les rapports rédigés par les auteurs passent par plusieurs étapes et examens. Un cycle d'évaluation commence par une réunion de cadrage. Ensuite, les ébauches des rapports des groupes de travail et le résumé sont soumis à plusieurs séries d'examens. Et enfin, la dernière version est élaborée sur la base des commentaires reçus des gouvernements et des experts pour être débattus et acceptés ou approuvés lors des sessions des groupes de travail et du groupe d'experts. Donc, le cœur des rapports d'évaluation connaît deux examens. Le premier réunit uniquement les experts, donc qui sont les auteurs du GIEC et les examinateurs externes, et le second tient compte des commentaires des experts, mais également des gouvernements. Alors, ces rapports complets sont acceptés en séance plénière des groupes de travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas examinés et approuvés ligne par ligne, mais qu'ils exposent néanmoins le sujet de façon complète, objective et équilibrée. Donc, l'influence des gouvernements sur le rapport, sur les rapports complets reste finalement relativement superficielle. Par contre, l'aspect le plus controversé est la participation des gouvernements au processus d'examen des résumés dits à l'intention des décideurs. Alors, ils sont appelés donc à envoyer leurs commentaires lors du premier et du second tour d'évaluation, des ébauches des résumés à l'intention des décideurs, et participent à l'approbation, cette fois-ci ligne par ligne, de ces derniers dans les séances plénières des groupes de travail. Alors, l'approbation du résumé à l'intention des décideurs est conforme à l'esprit onusien de prise de décision par consensus. Lorsqu'ils prennent des décisions et qu'ils approuvent, adoptent et acceptent des rapports, le GIEC, ses groupes de travail et les éventuelles équipes spéciales font tout leur possible pour parvenir à un consensus. Alors, en pratique, il s'agit de clarifier l'information scientifique pour la rendre intelligible aux preneurs de décision, d'équilibrer le langage pour accommoder les différentes vues, et dans certains cas, alors plus rares, de négocier la divulgation ou la rétention d'une information sensible compte tenu du contexte, par exemple, des négociations menées dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique. Alors ici, j'ai mis donc à droite, juste pour illustration, quelques chiffres qui sont quand même, voilà, qui donnent le tournis, comme il est écrit là. Donc là, c'est les chiffres qui concernent juste le rapport du groupe de travail 1, donc du GT1, du dernier rapport. Et donc le rapport, voilà, contenait 1400 pages. Le résumé technique condensait le rapport complet en 78 pages et le fameux résumé pour décideurs contenait 22 pages pour vraiment faire le lien entre scientifique et politique. Donc, 5 rapports d'évaluation ont été produits depuis la création du GIEC. Donc, il y a eu en 1990 le premier rapport du GIEC et un ajout, un complément en 1992. Et le 6e rapport est en cours de finalisation. Donc, les rapports ont servi de base en négociation rythmant ce qu'on appelle les conférences des parties. Certaines sont particulièrement remarquables, comme la COP3 en 1997, qui va ratifier le protocole de Kyoto, qui est le premier accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La limite de 2 degrés de réchauffement climatique acceptable a été fixée à Copenhague lors de la COP15 en 2009 et a été finalement au centre des négociations qui ont abouti à l'accord de Paris en 2015 lors de la COP21, donc après la publication du 5e rapport du GIEC qui est encore actuellement le dernier. En 1992, la direction du GIEC lance la préparation de 6 rapports dits spéciaux ou techniques sur des méthodologies d'évaluation nationale des émissions de gaz à effet de serre, sur des questions énergétiques et industrielles, sur des questions agricoles et forestières,
sur les scénarios d'émissions, sur les technologies de séquestration du carbone. En bref, la publication de ces rapports a correspondu à la volonté de répondre de façon plus réactive aux demandes des politiques et d'alimenter directement le processus de décision. Donc, depuis de nombreux rapports spéciaux ont été publiés, donc les plus récents, qui ont été largement aussi diffusés dans les médias, ont été consacrés donc aux implications d'un changement climatique à 1,5 degré, au changement climatique et aux impacts sur les terres émergées, sur les océans et la cryosphère. Alors, chaque conclusion dans les rapports du GIEC, ça c'est important, se fonde sur une évaluation des éléments probants et de la concordance qui s'y rapporte. Ainsi, dans le premier rapport du GIEC, il est dit que... hop, alors si l'animation... on va repasser juste à la précédente. Voilà. Donc, dans le premier rapport du GIEC, il est dit que la détection sans équivoque de l'augmentation de l'effet de serre à partir d'observations est improbable. Et vous voyez que j'ai souligné, donc et mis en italique, improbable, donc avant une décennie ou plus. Le qualificatif improbable, au contraire, est quantifié, c'est-à-dire que ça correspond à une probabilité de survenue de 0 à 33%. Donc là, à cette époque, hein, la détection sans équivoque était encore assez faible avant plusieurs dizaines d'années. Alors, dans le troisième rapport du GIEC, il est dit que la majeure partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières années est probablement due à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Et là, le qualificatif probable correspond à une probabilité survenue de 66 à 90%. Ainsi de suite, donc dans le quatrième rapport du GIEC, il est dit que la plus grande partie de l'augmentation observée des températures moyennes mondiales depuis le milieu du XXe siècle est très probablement due à l'augmentation observée des concentrations de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et donc là, le qualificatif très probable correspond à une probabilité de survenue de 90 à 100%. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de l'élaboration de ces travaux, et à la fois des constatations en termes d'observation, mais aussi en appui sur la base des simulations climatiques, on voit que l'incertitude sur un certain nombre d'effets se réduit. Et donc justement, si on regarde ce que nous dit le 5e rapport du GIEC, il nous dit qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Et là, le qualificatif extrêmement probable correspond à une probabilité de survenue de 99 à 100%. Donc, ce qui est important, le message à retenir de cette séquence-là, c'est que la quantification des incertitudes est un élément extrêmement important des travaux du GIEC et déterminant dans l'élaboration de scénarios de transition dans la prise de décision publique. Donc, plus faible est l'incertitude, bien évidemment, plus l'élaboration de stratégies est facilitée. Alors, le plus grand apport du GIEC n'a pas forcément été au niveau d'une contribution à des décisions spectaculaires, hein, mais au niveau d'interactions discrètes de processus avec ses utilisateurs. Et donc, il a fourni des produits qui ont rendu la prise de décision plus efficace et a largement été responsable pour l'inscription et le maintien sur l'agenda politique de la question du changement climatique, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être, et j'ai oublié de le rappeler ici, d'être récompensé par le prix Nobel de la paix en 2007 avec Al Gore, donc pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par l'homme et pour avoir posé les fondements par les mesures nécessaires à la lutte contre ces changements. Et donc, il aura permis en fait, en 12 COP, le GIEC aura permis en 12 COP de passer du protocole de Kyoto à l'accord de Paris dont la mise en œuvre est l'enjeu déterminant. Et l'enjeu déterminant justement des prochaines décennies. Alors dans l'accord de Paris, l'article 2, ici, alors c'est en anglais, l'article 2 exprime l'engagement des gouvernements de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré, sachant que cela réduirait considérablement les risques et les effets du changement climatique. Enfin, donc afin d'atteindre l'objectif de température à long terme, donc exposé dans l'article 2, eh bien, les parties s'efforcent, dans l'article 4, ici, d'atteindre le plus rapidement possible un pic mondial, donc ici sur la figure, donc un pic mondial des émissions de gaz à effet de serre, et ceci de manière à parvenir à un équilibre des sources et des puits d'émissions anthropiques
au cours de la seconde moitié de ce siècle, ce qu'on appelle ici la neutralité carbone. Alors, si la réduction des émissions de gaz à effet de serre est la colonne vertébrale du combat contre le changement climatique, la nécessaire adaptation au changement climatique déjà en cours, et qui se poursuivra, quoi qu'il arrive, requiert des informations aux échelles spatiales où les aléas climatiques ont un impact. C'est ainsi qu'un premier rapport changement climatique et environnemental dans le bassin méditerranéen, situation actuelle et risque pour l'avenir, vient d'être publié donc en novembre 2020, vous voyez, c'est tout chaud. Et donc, il est le fruit de 4 ans de travail du réseau indépendant d'experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental, MEDEC, qui réunit 190 chercheurs de 25 pays. Et donc, MEDEC est complètement calqué. Alors, bien évidemment, dans MEDEC, il y a beaucoup de contributeurs au GIEC, donc c'est une communauté qui se recouvre, en tout cas partiellement. Et donc, calqué sur le processus du GIEC, ce rapport est la première évaluation régionale qui cible les observations et les prévisions en termes d'impact à l'échelle d'une région. Donc ici, la région Méditerranée, sous d'ailleurs, je dirais, le haut patronage, toujours des Nations Unies, via son programme pour l'environnement, mais aussi l'Union pour la Méditerranée. Et donc, ce rapport vise à étayer les politiques en matière de développement durable avec des preuves scientifiques permettant aux décideurs de prendre la mesure des risques, mais aussi des opportunités pour une transition compatible avec l'accord de Paris. Et même si vous comprenez quand même qu'à l'échelle régionale, les questions d'atténuation, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre, n'est pas le principal enjeu, mais en revanche, les questions d'adaptation sont vraiment ici un enjeu majeur de ce type de rapport régional. Voilà, donc c'était un petit peu le message que je voulais faire passer dans cette présentation, c'est de montrer comment le GIEC et maintenant peut-être des déclinaisons régionales du GIEC participent entre l'imbrication nécessaire, on va dire, entre le scientifique et le politique pour l'établissement justement de politiques publiques en termes d'atténuation climatique. Et sur ce, je laisse donc la parole donc, à Laurent Michel. Bien, donc je vais donc effectivement passer la parole à Monsieur Michel. Donc Philippe, si tu peux, non, je peux d'ailleurs mettre fin au partage. Voilà. Voici. Merci. Monsieur Michel, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et donc, en complément de ce qui vient d'être très clairement présenté, je vais essayer de vous dire quelques mots sur, d'une certaine manière, le passage de la science à la détermination des politiques publiques mondiales, européennes et françaises dans le domaine climatique, dans la détermination, mais aussi, j'essaierai de donner quelques exemples de ce que sont ces politiques et aussi de brosser un tout petit tableau, mais plus penser le débat, de aussi comment la science, à un moment, alimente non seulement la définition des politiques, mais sa conduite, son évaluation, les rétroactions, etc. Alors, donc je crois que vous allez vous passer le document. Je vais redire un peu ce qu'on a retenu finalement progressivement au niveau mondial de ce qu'a dit le GIEC et comment ça se traduit dans les grandes politiques internationales. Sans rentrer dans les détails, ce premier graphe, je voudrais juste dire, au-delà même du graphe, qu'un des éléments dans toute politique publique probablement, mais en particulier très fort dans celle-là, au niveau mondial, ça a été la construction d'une confiance de la part des États et de la société, d'une confiance dans ce travail, dont dans les projections climatiques. Cette confiance-là, on l'illustre, et c'est sûrement pas une illustration peut-être unique ou très scientifique, mais là, on dit, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le GIEC nous a dit des choses, avec des enveloppes de prédiction, prévision, et c'était les simulations du 4e rapport du GIEC, et que ce qu'on a observé, malgré les aléas de la variabilité naturelle, était dans le scope. Évidemment, ce n'était pas, c'est pas que ça la confiance, d'autant que
on se projette dans l'avenir, mais la confiance, c'est tout ce processus qui est gigantesque et qui a été long, qui a connu quelques débats, a été construit. Et aujourd'hui, même si, bien entendu, le débat scientifique et le débat démocratique est libre, les climato-sceptiques qui disent qu'il n'y a pas de responsabilité naturelle à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sont moins nombreux, voire ont changé d'avis. Et puis même au-delà de cet aspect du lien de causalité, il y a un grand consensus qui se fait dans les décideurs sur ce qui a été dit, et on va le voir dans les… et ça a permis de conduire les décisions. On va le voir à partir sur les deux graphes suivants. Le 5e rapport du GIEC, il a conduit en particulier donc, des analyses globales des risques en fonction des centaines de publications scientifiques produites et dans divers scénarios qui ont des doux noms de RCP et divers chiffres avec en gros des degrés de température et qui ont montré les impacts en termes d'événements météorologiques extrêmes, mais aussi de systèmes menacés. Et ça a été un éclairage extrêmement important et après, évidemment, un ensemble de discussions internationales à l'accord de Paris est extrêmement complexe, mais obtenir l'accord de contenir l'objectif de la hausse bien en dessous de 2 degrés et de poursuivre les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré, il découle en bonne partie, voire largement, de ces prévisions, de ces simulations, on a des prévisions de cette science globale et qui est systémique, qui n'est pas juste évidemment un bout de température, bien loin de là, au contraire, et de la confiance que l'on a dans les travaux du GIEC. De même, sur le graphe suivant, dans les travaux scientifiques, sur la diapositive suivante, ont illustré aussi, là c'était dans un autre rapport de 2013, des questions extrêmement importantes sur quelles étaient, dans les émissions anthropiques, les responsabilités des uns ou des autres jusqu'ici, et avec aussi, le GIEC a fait des scénarios, des projections pour le futur. Et c'est là on voit que jusqu'aux années 80 et quelques, la responsabilité historique des pays développés est à la fois réelle et majoritaire, et en même temps, qu'elle s'atténue puisque la croissance des émissions et le développement d'un certain nombre de pays, là on voit dans le vert l'Asie, fait qu'il y a une part plus importante. Alors, ça s'est traduit par des équilibres complexes et toujours en discussion dans les conventions climat. On parle d'une responsabilité commune mais différenciée, avec ce qui a été accumulé vient plutôt des pays développés, donc ils ont dû, et c'est eux seuls qui ont dû faire cet effort au protocole de Kyoto, réduire en premier, doivent réduire plus, mais il y a aussi maintenant un consensus sur le fait que ça ne suffit pas de réduire uniquement les émissions des pays OCDE 1990, on le voit très simplement. Et de même, en simplifiant à l'extrême, je ne suis pas climatologue, mais on peut dire que le résumé qui est là, je pense, est vraiment assez éclairant, dire que 2 résultats majeurs de ces travaux, et pas finalisés, mais en tout cas bien concrétisés dans le 5e rapport du GIEC, sont dans la politique mondiale et en particulier dans la manière dont on la conçoit au niveau de l'Union européenne, fondamentaux. C'est l'idée que quand on aura atteint la neutralité carbone, la température globale se stabilisera assez rapidement, et que par ailleurs, le réchauffement futur est quasi proportionnel au cumul des émissions de CO2. Et donc, ça veut dire le cumul induit que la neutralité carbone en 2040 ou 2050, c'est bien, mais réduire encore plus vite, c'est bien, voire mieux, et que donc, non seulement le résultat final de la neutralité carbone est souhaitable, mais est souhaitable vite et par un chemin sur lequel on n'est peut-être pas encore aujourd'hui, c'est un autre débat, mais par un chemin qui doit être le plus rapide possible. Et c'est pour ça que les objectifs de réduction du moyen terme, qui étaient d'abord 2020 puis 2030, sont extrêmement importants. Et que d'ailleurs, dans l'accord de Paris, on a des éléments qui ont été les contributions nationales déterminées des pays, mais aussi donc leurs engagements pris en 2015, mais aussi l'idée de les réviser au plus vite
donc d'ici la prochaine COP, dite COP 26, pour faire mieux à court terme, et avec évidemment des débats extrêmement difficiles sur le partage de l'effort, entre autres au niveau mondial, sur ces actions de court terme, en particulier de la part des pays qui estiment qu'ils ne sont pas encore mûrs au niveau de leur développement pour réduire plus vite que d'autres. Mais c'est ce qu'on peut tirer et qui sait, et c'est assez remarquable, c'est quand même partagé au sein des travaux scientifiques, mais ensuite au sein des travaux de l'ONU. On peut dire que ça ne marche peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais il n'y a pas eu d'autre solution et c'est quand même un résultat remarquable de partager ces constats et ensuite des grandes lignes directrices. Alors, en quelques mots, ensuite, quelle est l'articulation dans ce domaine climatique des actions européennes et françaises, et quel lien aussi, entre autres, dans la mise en œuvre avec ces connaissances scientifiques et d'autres. Je voudrais juste rappeler que le cadre européen est extrêmement important. D'abord, au niveau de la communauté internationale, c'est l'Union européenne qui représente les États membres dans les négociations climatiques. Elle en prend les engagements, ceux qui étaient du protocole de Kyoto, où on aura atteint, on les avait déjà atteints en 2018, nos objectifs de réduction par rapport à 1990. Et puis, c'est l'engagement dit la NDC européenne, révisé tous les 5 ans, et qui est actuellement en discussion. Alors, il se trouve, je ne sais pas si vous avez fait exprès, en tout cas, vous avez bien trouvé, c'est au Conseil européen aujourd'hui et demain que les chefs d'État et de gouvernement discutent pour se mettre d'accord sur un objectif renforcé aujourd'hui à l'horizon 2030, c'est une baisse de 40% qui est actée au niveau européen. Et on a souvent entendu parler du moins 55%, qui est celui proposé par la Commission européenne, qui en fait, selon les périmètres que l'on regarde, comparé à la métrique de l'engagement actuel, donnerait environ moins 52, moins 53%. C'est ça qui est discuté aujourd'hui, avec évidemment des questions qui ne seront pas toutes résolues par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, mais des questions de partage de l'effort entre secteurs, entre pays, de financement, et qui se déroulent ensuite sous forme de processus législatifs et normatifs de l'Union européenne, qui a à la fois de nombreux leviers d'action propres, qui peuvent être par exemple sur les normes de consommation des véhicules neufs avec l'accélération qui va découler inéluctablement. On a déjà un objectif 2020 cette année, l'objectif 2030, ils vont être renforcés et le débat sera, y compris l'interdiction à moyen terme. Mais aussi, le cadre européen fixe ensuite sur des sujets où la responsabilité est plus subsidiaire, ne peut pas être réglée aussi simplement, qui est déjà compliqué que les émissions des véhicules neufs, fixe des objectifs à chaque pays qui doit rapporter devant la Commission européenne sur ses engagements. Alors, la France s'inscrit évidemment dans cette action nationale, enfin européenne et internationale. Elle a été active évidemment pour l'élaboration de l'accord de Paris. Elle participe avec un certain nombre de pays européens, ce qu'on appelle des groupes de pays ambitieux. Cela se traduit par un certain nombre de politiques publiques qui sont sûrement connues par un certain nombre d'entre vous, qui sont des cadres, parfois y compris dans la Constitution, mais puis des cadres législatifs qui fixent des grands objectifs, la loi de transition énergétique de 2015, puis la loi énergie-climat de 2019, qui sont à la fois des objectifs, mais aussi des outils, avec deux outils particuliers dans le terme pour l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle, pour le volet énergétique, qui trace les voies de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur deux horizons, un horizon de moyen terme, la stratégie nationale bas carbone, c'est des budgets carbone, donc des émissions de carbone autorisées, en guillemets, qu'on se fixe sur 3 périodes de 5 ans. Donc là, nous sommes engagés, nous avons déterminé 2019 à 2033. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour l'énergie étant un des gros émetteurs, évidemment, c'est la politique globale de l'énergie sur les 10 ans. Et c'est revu tous les 5 ans. À signaler aussi que la France a un plan national d'adaptation au changement climatique, dit 2, puisque c'est le deuxième, adopté en 2018, qui vise à renforcer l'adaptation de la France à un climat global de 2 degrés plus chaud dès 2050. Et c'est là qu'on utilise, entre autres, les projections climatiques régionalisées et les études, dont celles, par exemple, sur la Méditerranée, ou des études faites par la communauté climatique française, par exemple, que vous pouvez trouver les résultats sur le portail DRIAS, pour quantifier, illustrer les impacts correspondants et les injecter dans les réflexions des politiques publiques et des acteurs privés. Les actualités
tout ça tombe bien, je rappelle que ça se traduit aussi non seulement par des lois, des objectifs, des outils, des réglementations, des processus de programmation locale, mais aussi territorialisés, des volets taxation et des volets incitation, avec des aides à la transition, avec actuellement un volet très important dans le plan de relance, avec des aides à la mobilité propre, au niveau des véhicules, du ferroviaire, mais aussi rénovation thermique des logements, des bâtiments publics et privés, et aussi, y compris une enveloppe, c'est la première fois qu'on l'a eu à ce niveau-là, de 200 millions d'euros pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Et l'actualité tout aussi intense, c'est que le président de la République a demandé, après le grand débat national, à 150 citoyens tirés au sort de manière représentative, d'élaborer des propositions pour atteindre nos objectifs. Elles ont été au nombre de 149. Certains nombre sont déjà traduites dans les lois de finances et le plan de relance. D'autres sont en cours d'examen final pour élaborer un projet de loi. Vous avez dû entendre parler encore ces derniers jours, il y a eu des réunions entre les parlementaires, les ministres et les représentants des citoyens. La loi devrait être envoyée au Conseil d'État la semaine prochaine. Alors, un mot pour dire que, bien entendu, ces politiques publiques ne sont pas une affaire de gouvernement, de parlement, c'est un ensemble d'interactions avec la société civile. C'est aussi, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le CNTE, le Conseil national de la transition écologique, mais c'est aussi, ce gouvernement a souhaité s'entourer d'un conseil indépendant avec un certain nombre d'experts qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qui chaque année rédige un rapport sur l'adéquation de l'action du gouvernement, et à la fois en termes d'adéquation théorique et de résultats, et divers rapports thématiques à la demande du gouvernement ou de son initiative, est présidé par Mme Corinne Lequéré et comporte 12 membres. Il a rendu cette année son deuxième rapport. On rendra public la réponse du gouvernement au deuxième rapport au plus tard le 8 janvier. Pour finir, mais là, je vais vous dire, mais après, on pourra avoir des tas de questions, mais dire que globalement, quand on fait ces politiques, on essaye de tracer, et on a déjà besoin beaucoup de techniciens, de scientifiques et de modélisateurs et aussi de modestie, parce que ce ne sont que des voies possibles de tracer comment on pourrait atteindre en 2050 une neutralité carbone. C'est réduire de 460 millions de tonnes les émissions hors puits de carbone en 2015 à 80 millions de tonnes et de faire grossir le puits de carbone qui est vers 50 millions de tonnes à 80 millions de tonnes par les forêts, les prairies et aussi un peu de captation artificielle. Et tout ça passe par un changement entre autres de nos consommations énergétiques qui représentent aujourd'hui 75% des émissions de gaz à effet de serre, avec pour obtenir ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est, y compris en ayant pris des hypothèses de croissance démographique et économique, un enjeu important de diminuer de 40 et quelques % les consommations d'énergie pour plus facilement les décarboner. Et donc, vous voyez que les parties bleues qui sont de l'électricité quasi aujourd'hui décarbonée en France, qui a vocation à le rester, grossit en pourcentage. Les usages actuels diminuent par économie d'énergie, mais un certain nombre d'usages dans les transports passent à l'électricité, et on a aussi un développement de la biomasse et des gaz renouvelables qui sont biomasse pour la chaleur, biomasse pour les biocarburants et gaz renouvelables venant en particulier de biomasse qui sont une espèce de rose clair qu'on ne voit pas très bien, mais qui est entre le jaune et le vert, qui se développe à la fois en valeur absolue et en pourcentage, pour avoir une part minime de combustibles liquides fossiles, éventuellement dans les usages non substituables de mobilité. Donc voilà une vision très raccourcie, imparfaite du scénario, qui ensuite, sur le graphiant, vous voyez ce que ça donne dans le secteur énergétique à court terme sur la PPE qui, elle, éclaire les 10 ans donc, de l'évolution des consommations, avec ensuite divers axes de développement, par exemple, des énergies renouvelables dans l'électricité, mais j'aurais pu vous faire le même dans la chaleur ou dans les transports. Mais la programmation pluriannuelle, ce ne sont pas que des projections et des objectifs, c'est un ensemble de mesures qu'ensuite on décline dans les lois, les règlements et les politiques d'incitation fiscale ou fiscale par plus d'impôts, ce qui n'est pas si simple, par moins d'impôts ou par subvention, et puis par tout ce qui est éducation, formation, entraînement de la société civile, labellisation des initiatives volontaires, etc.
pour finir, donc, là je me répète un peu, pardon, donc effectivement, nous sommes actuellement dans une phase européenne qui est sur le dernier graphe de la discussion sur la base du pacte vert présenté en décembre 2019 par la nouvelle commission du rehaussement de l'objectif climatique d'au moins 50%, 55% en 2030. Il sera suivi d'un certain nombre de propositions législatives dans de nombreux secteurs pour renforcer le cadre législatif européen, les mesures, la décarbonation de l'énergie, par exemple l'électricité, l'électrification, l'efficacité énergétique. Il y aura aussi probablement une révision des politiques européennes sur le bâtiment et des politiques sur les véhicules, le renforcement des standards et puis des orientations techniques autour de l'hydrogène, de la biomasse. Et puis par ailleurs, un débat complexe sur le partage de l'effort entre les pays et le financement de l'adaptation d'un certain nombre de secteurs ou d'économies, plus des questions comme les taxes en guillemets, ou les mécanismes qui, aux frontières de l'Europe, rétabliraient l'équité avec des concurrents n'ayant pas la même législation. Je finirai en disant, là, on a vu quelques exemples d'interaction. On a bien vu entre sciences et politique publique. On a vu le lien émission, quantifier les impacts, détermine les politiques d'atténuation. Mais à partir des impacts, j'ai cité l'adaptation, le portail DRIAS, la régionalisation, qui dit un peu ce à quoi on doit faire face. Mais derrière, la science nous amène des services climatiques. Et puis, il s'agit maintenant d'essayer de développer en agriculture des itinéraires qui consomment moins d'eau, qui résistent mieux à la chaleur, etc. Et qui aussi utilisent moins d'engrais, car les engrais émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi évidemment tout un travail dans les politiques publiques, des sciences et technologies pour trouver et éclairer les solutions par rapport aux enjeux, puis les déployer. Il y a des technologies de transition, les énergies renouvelables, le stockage, qu'il s'agit de faire émerger en recherche fondamentale, puis plus proche de l'industrie, avec par exemple le programme des investissements d'avenir, qui soutient un programme de démonstrateurs, qui nous permettent aussi de voir si finalement ça marche. On a aussi besoin de modéliser les systèmes, un système énergétique, un système de transport, de travailler aussi sur l'analyse du cycle de vie. C'est pas tout d'avoir une voiture qui elle-même consomme des biocarburants, mais il faut que le biocarburant, dans son cycle de vie global, et pas seulement du réservoir à la roue, il émette moins. Donc la modélisation du système est extrêmement importante. Et aussi beaucoup de la recherche, on va dire, plus économique, assez souvent économique ou socio-économique, y compris au terme du comportement des acteurs, c'est beaucoup penché sur la pertinence des outils de politique publique. Est-il pertinent sur certains domaines d'avoir des systèmes de quotas, comme pour les gros émetteurs, en réduisant progressivement le nombre de quotas et en les faisant payer? Est-il pertinent d'avoir des taxes, des taxes affectées à l'action ou au contraire juste des taxes comportementales? Quelle est l'efficience réelle de ces outils? Ils marchent tous très bien en théorie et dans la réalité, il faut bien les paramétrer et les pièges sont nombreux. Et aussi, quelle est leur acceptabilité? La politique de subvention est aussi extrêmement importante et souvent utilisée, mais quelle est son efficience? Voilà, tout ça aussi, la science est souvent importante pour la pertinence des outils de politique publique, avec souvent, mais ce n'est pas un problème de la science, c'est un problème de tout le monde, c'est qu'à la fois on doit agir vite, on met un certain temps à mettre en œuvre, et si en plus on met des années à savoir si ça marche ou pas, c'est un peu trompé. Et on réagit trop tard. Donc, une question extrêmement importante, l'efficience des politiques publiques dans quelque chose qui est extrêmement systémique. Là, j'ai parlé des biocarburants dans l'analyse de cycle de vie, mais il y a aussi, c'est quoi la ville plus durable qui consomme moins? C'est quoi une économie circulaire qui émet moins de CO2? On est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dans quelque chose qui n'est pas binaire et qui ne doit pas être siloté. Il faut aussi qu'on ait une science qui nous aide à transversaliser beaucoup de choses dans ces politiques d'atténuation du changement climatique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à la séquence questions-réponses, débat. Peut-être pour lancer le débat et justement pour la question de la réflexion au niveau local et de la régionalisation des actions, il me semble que des plans à l'échelle régionale ou locale complètent le plan national d'adaptation. Ce sont les plans climat, énergie, air, énergie territoriaux que certaines collectivités doivent mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état de déploiement à ce jour de ces plans climat, air, énergie territoriaux, Monsieur Michel?
Alors, effectivement, après la loi Grenelle en 2010, il y a eu l'obligation pour les plus grosses intercommunalités, aussi les départements, d'élaborer des plans climat, air, énergie qui, avec la loi de 2015, sont devenus PCAET, avec le A pour air, et qui ont été étendus aux intercommunalités de 20 000 puis 10 000 habitants. Et les plus grosses sont dans leur deuxième génération, alors que les plus petites sont dans leur première. Bon, globalement, ce sont des outils qui commencent à être faits. La première génération a été pas mal faite par les grosses intercos. Sur la deuxième, ils sont pratiquement tous engagés et le nombre monte chaque jour de ceux qui sont réalisés, même s'il y a du retard. Et il y en a aussi, je crois qu'en dessous de 10 000, les intercos ne sont pas obligés. On a aussi un certain nombre qui en ont engagé de manière volontaire. Alors, après, les vases ou les verres sont à moitié pleins ou vides. On a un travail de suivi. D'abord, c'est l'impulsion des collectivités locales. Donc, l'État n'a pas autorité, mais il donne un avis. Il accompagne aussi par l'expertise de l'ADEME ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou du CEREMA pour aider à construire. Et on regarde si à la fois c'est fait et puis on donne un avis sur le contenu. Après, l'aide à la construction. Ces plans ont une vertu très nette d'engager une dynamique, ont des faiblesses comme toute action. Dans la première génération, on a vu par exemple qu'il y avait très peu d'adaptation au changement climatique parce que le sujet est complexe à appréhender et pas mûr. Bon, la faiblesse actuelle aussi, c'est que on est quand même un peu en retard sur les réalisations. On a une autre faiblesse qui est un peu systémique, mais qui en même temps reflète l'état à la fois du droit, mais aussi de la société, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à avoir une planification qui marchait dans un certain pays qui était à l'Est, où on disait que les choses allaient se faire comme ci, comme ça partout, et que comme par miracle, ça ne se faisait pas comme ci, comme ça, ce qui marchait sur le papier. Nous n'avons pas imposé au niveau de l'État une déclinaison disant chaque PCAET doit faire ci, ça, ça et tout. Il y a quand même des différences à prendre en compte. Par contre, c'est un dialogue entre l'État et ses intercommunalités et aussi le conseil régional, puisque le conseil régional, lui, élabore une strate intermédiaire qui, dans le temps, était un schéma régional climat, air, énergie, qui maintenant est intégré dans un schéma régional d'aménagement, développement durable et d'équilibre des territoires, qui n'est pas que énergie-climat. Il élabore une politique régionale et donc il la concerte aussi avec les EPCI. Donc il y a quand même une sorte il n'y a pas de déclinaison mathématique, mais il y a des emboîtements et des allers-retours. On a travaillé avec Région de France, l'association des conseils régionaux, pour partager des indicateurs et un jour se dire, bon, voilà, finalement, dans telle région qui a tel potentiel, elle fait ça, est-ce qu'elle est en online ou pas? Et il y a des discussions très fructueuses entre l'État au niveau déconcentré et les conseils régionaux, dire, attendez, oui, là, on a oublié tel nouvel objectif de la loi de la neutralité carbone, il faut renforcer le SRADET. Donc, ce n'est pas parfait, mais on n'a pas encore trouvé mieux comme levier pour décliner dans les territoires qui, effectivement, sont des acteurs, le territoire n'est pas un acteur, il y a une réalité multi-acteurs, sont des lieux où pas mal de choses se font. Tout ne se fait pas non plus. Là, des réglementations ou des aides nationales autres ont aussi des vertus ou des actions sectorielles. Quand on dit on élimine les gaz fluorés, ça, ce n'est pas territorial. Ce qui est territorial, c'est la mise en œuvre. Mais c'est quelque chose qui prend et qui doit encore plus prendre. Ah oui, on mesure toute la complexité de la mise en place de ces actions et les questions liées à la transversalité. Là, j'ai une question peut-être pour Philippe, qui est finalement qu'est-ce qui a œuvré à l'avènement du GIEC, en fait, et qui pose la question peut-être aussi de l'évolution du rôle, de la prise de conscience du rôle du GIEC au cours de son évolution. Philippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact d'une modification de la composition atmosphérique sur l'absorption des rayons solaires, en fait, sur le réchauffement de la planète, n'est pas du tout neuf. En fait, déjà dans le préambule du rapport Charnay, donc en 1979, il était déjà mentionné que ça faisait en gros à peu près un siècle qu'on connaissait un certain nombre de mécanismes qui pouvaient relier l'évolution de la composition atmosphérique au réchauffement de la planète. Et justement, en 1979, donc, le Charnay, en fait, est un chercheur très, très respecté qui a déjà annoncé dans ce rapport, qui rassemblait un certain nombre de collaborateurs,
qu'un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 entraînerait une hausse des températures comprise entre 1,5 et 4,5 degrés. Donc on savait déjà, je dirais, bien avant la création du GIEC, que ces chiffres étaient énormes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant la création du GIEC? Il s'est passé déjà qu'en 1980, donc, le programme mondial de la recherche sur le climat a été créé sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, et que voilà, les programmes ont permis un petit peu de lier d'abord les disciplines entre elles, de favoriser les méthodologies entre modélisation et observation, donc ont permis déjà de favoriser et d'accélérer la compréhension du fonctionnement du système climatique. Et en fait, le GIEC, je pense, a été créé 8 ans plus tard, donc à la fois en fait d'une initiative de scientifiques qui est conscient qu'on est face à un problème difficile et important à médiatiser, et d'une décision politique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une décision politique? Si on veut être un petit peu cynique, on va dire, quand on ne sait pas quoi décider, quand on est interpellé sur un problème, on crée une commission. Donc, le GIEC, c'est un peu une première commission, on va dire, qui devait plancher, et puis finalement, s'est inscrit après, justement, dans la durée et a œuvré, on va dire, vraiment à la prise de conscience à la fois de l'effet lui-même, hein, et puis et d'inscrire justement et de permettre à l'information sur l'évolution du changement climatique, donc d'inspirer, on va dire, d'irriguer la décision publique. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui est en lien ou en continuité. Si finalement, quel est le positionnement du Haut Comité pour le climat dans la relation GIEC-gouvernement? Est-ce que ça ne répond pas finalement à un besoin de réponse, enfin, de besoin d'accélérer la mise en œuvre des ambitions climatiques, alors que les cycles de publication du GIEC sont plutôt sur le temps long? Voilà, c'est un point, une question. Oui, et puis c'est surtout des missions qui sont complètement différentes, hein. Le GIEC a pour but d'abord donc d'informer, hein, de livrer la meilleure connaissance de l'état de l'art en termes de compréhension à la fois du fonctionnement du système climatique, de l'impact du changement climatique et je dirais de l'inventaire des possibles en termes de solutions. Le Haut Conseil pour le climat, lui, c'est un organisme indépendant qui, lui, évalue, alors, donc, en tout cas, qui donne un avis, qui émet un avis sur la politique du gouvernement et ses impacts donc, socio-économiques. Et d'ailleurs, justement, Laurent Michel a rappelé la publication du dernier rapport. Et donc, justement, typiquement, je dirais le dernier rapport est clair sur le fait qu'il s'appelle redresser le cap, relancer la transition. Et redresser le cap, ça veut dire qu'on ne va pas encore dans la bonne direction. Et c'est à la fois un éclairage, un inventaire quantitatif, hein, de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on devrait faire si on devait suivre nos engagements internationaux, et donc quels sont éventuellement les leviers pour accélérer cette transition. Donc les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes, et effectivement, si le GIEC a le temps long, on voit bien qu'il y a l'urgence qui impose une interaction plus fréquente entre le pouvoir public qui met en place les stratégies, donc une capacité d'évaluation rapide et de retour rapide nécessaire pour effectivement accélérer la mise en œuvre de politiques efficaces vis-à-vis de nos engagements internationaux. D'accord. Alors, là, j'ai une question pour Laurent Michel, qui est très en lien avec les choix sur le mix énergétique. Donc, la question étant, face effectivement à l'urgence, que pensez-vous de l'usage du nucléaire pour remplacer les énergies fossiles et ou pour répondre à l'augmentation de la demande électrique, nota bene, le commentaire étant que le débat ne se porte pas suffisamment sur la question des risques perçus du nucléaire versus peut-être les autres filières, et que c'est dommageable pour la filière du nucléaire. Là, on a quelqu'un qui a un parti pris. Quel est votre sentiment, monsieur Michel? Alors, bon, il y a plusieurs questions à considérer. D'abord, la question, je prends la fin de la question, remplacer des énergies fossiles ou répondre à une augmentation de la demande électrique.
Ça, c'est un des enjeux. Le premier, c'est effectivement diminuer, par l'efficacité énergétique, les fossiles et, je le dis clairement, on l'a vu dans les graphes, passer un certain nombre d'usages là où c'est pertinent techniquement, économiquement, avec le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, y compris en coût d'abattement du CO2, sur l'électricité même nucléaire a du CO2, et puis l'électricité, c'est pas nucléaire, autre, elle est systémique. Donc, il y a des moments, c'est des questions, par exemple, à la pointe, il faut consommer beaucoup d'électricité à la pointe, ça émet du CO2. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais donc, on va vers, clairement, une électrification d'un certain nombre d'usages. Les amis de l'électricité trouvent que la stratégie nationale bas carbone et la PPE sont timides dans ce domaine, et les amis du gaz trouvent que nous misons sur le tout électrique. Donc, nous nous retrouvons dans le rôle du jambon au milieu des tranches, ce qui scientifiquement est prouvé comme étant assez intéressant, mais on finit toujours par être mangé. Mais c'est assumé. Ce n'est pas que franco-français, plus d'électricité. Je n'ai rien contre le gaz, mais à un moment, on passera par plus d'électrification. Et on voit d'ailleurs aussi, on aurait pu se tromper, hein, tout n'est pas joué, mais que des choses s'améliorent sur certains usages électriques, comme les véhicules électriques. C'est quand même mieux qu'avant en termes de performance. Il ne s'agit pas simplement d'être sympa et de ne pas émettre de CO2, il faut que ce soit performant. Et il y a des gens qui aujourd'hui promettent du camion, qui vont le faire, du camion électrique. Enfin, voilà, l'électrification a des vertus et va progresser. Après, il faut en trouver les bons usages, et en particulier donc avoir à terme un système électrique qui, et c'est là que le débat peut être assez complexe, sur le chauffage, entre autres. On limite les consommations de pointe aujourd'hui, beaucoup influencées par le chauffage et électrique, entre autres, mais il y a aussi une consommation de pointe de gaz. Mais là, la pointe de gaz est facile à couvrir. Si vous voulez être chauffé plus électrique, c'est un des paris que l'on fait, pour que quand on se chauffe un peu, on se chauffe à l'électricité décarbonée, il faut qu'on consomme quand même le moins possible quand on se chauffe plus. Donc, il y a aussi l'effort de rénovation énergétique ou sur les bâtiments neufs pour que les consommations additionnelles d'électricité soient en pointe, soient les moins importantes possibles, et puis être couvertes sans recourir à des émissions de CO2. Donc, sur le chauffage, l'objectif, j'ai eu dans le chat, ce n'est pas uniquement du chauffage tout électrique par les vieux radiateurs, c'est un système global de chauffage où on a de la biomasse, des réseaux de chaleur, des pompes à chaleur ou des hybrides avec un peu de gaz, des packs hybrides, un peu gaz, etc. Donc aussi avoir un système électrique qui consomme intelligemment, qui utilise des flexibilités. Ça finira par marcher, la flexibilité, où les véhicules électriques, quand ils seront nombreux, réalimenteront le réseau une fois qu'ils seront bien chargés. Il y a évidemment les questions du stockage. Plus on utilise l'électricité, plus à un moment on aura besoin de stockage. Nos besoins de stockage sont à la fois quotidiens et intersaisonniers, si je caricature à l'extrême. On ne voit pas de problème sur les quelques années qui viennent. À contrario, en 2030-35, quelles que soient les questions, il y aura besoin de réaugmenter les capacités. Après, en lien avec ce système, comment on produit pour avoir un mix à la fois résilient à divers aléas, pas trop cher, même si le prix de l'électricité va plutôt augmenter, quelles que soient les nouvelles technologies, et quel choix on fait pour, on va dire clairement, renouveler le parc nucléaire, puisque si la vie s'arrêtait en 2040, le plus simple est de prolonger les centrales nucléaires existantes. Elles ne produisent pas trop cher, même si leur prix augmente un peu pour diverses raisons, et elles sont décarbonées. Mais il y a un moment, on ne peut pas tout prolonger à l'infini. On espère que la vie poursuive au-delà de 2040. Donc, ce mix décarboné, il faut l'imaginer. Il faut imaginer son volume global. On pense que la consommation n'augmente pas jusqu'à 2035 et qu'elle augmente après, sous l'effet de l'électrification, du développement de l'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène, etc. Donc, il faut aussi produire un peu plus, mais il faut gérer toutes les questions de stockage, transport, pointe, etc. L'orientation prise par le gouvernement, confirmée plusieurs fois, c'est jusqu'à l'horizon 2035, une décroissance graduelle pour reposer sur deux piliers, 50% de nucléaire et 40 et quelques pourcents de renouvelables, avec en particulier le développement de l'éolien offshore, qui a des puissances de production potentielles considérables et sur de longues heures dans l'année, qui répondraient ainsi à des choses auxquelles, par exemple, le solaire ne peut pas répondre, pour avoir finalement cet équilibre et de facto, si, je crois que c'est contesté par pas grand monde, moins dépendre d'un parc nucléaire standardisé qui pourrait avoir divers problèmes, soit de vieillissement, soit générique.
Après, il y a une deuxième question, le président de la République récemment, c'est qu'il faut prendre des décisions. Il a indiqué que ça serait d'ici 2023 au plus tard, pour renouveler ce parc nucléaire avec des options. Est-ce qu'on fait 50-50? Est-ce qu'on fait 25% de nucléaire et 70% de renouvelable, qui va être l'option anglaise? Est-ce qu'on fait autre chose? Et actuellement, on fait donc si on fait du nucléaire, combien et où? Et quel renouvelable? Il y a plusieurs options. Je dis beaucoup d'éolien en mer, mais par d'autres options. Quel réseau? Aujourd'hui, l'option principale pour le nucléaire, c'est ce qu'on appellera l'EPR2, mais il pourrait y avoir éventuellement d'autres technologies autour des petits réacteurs. Donc là, la programmation pluriannuelle de l'énergie a acté, les travaux sont en cours, on en empile des briques, il y avait un ensemble de travaux techniques, mais aussi économiques, y compris financiers. Comment on finance tous ces investissements qui, entre autres, pour le renouvelable, mais aussi et beaucoup, peut-être encore plus pour le nucléaire, nécessitent de très gros investissements par gros paquets. Le renouvelable, à la rigueur, pour faire des petits paquets, le nucléaire, c'est des gros paquets. Donc, quel schéma de financement ex ante, y compris avec subvention publique, ou ex post avec une compensation du prix de l'électricité? Donc, quel modèle, y compris de financement? Et d'ailleurs, le modèle de financement peut influer sur les coûts de tels objets. Ce sont la manière dont vous empruntez. Le coût est différent. Quelle filière industrielle derrière? Donc, tout ça, c'est un programme de travail qui doit être remis à l'été 2021, qui est piloté par notre ministère, associé au ministère de l'économie, associé RTE, Réseau de transport de l'électricité, pour l'aspect système. On est aussi avec l'Agence internationale de l'énergie et un certain nombre d'autres acteurs. On remettra donc un package de briques permettant d'élaborer des scénarios, charge ensuite aux décideurs publics et politiques de les mettre sous les formes qu'ils jugeront adéquats dans des débats publics, y compris, pourquoi pas, au moment d'élections générales et dans d'autres process pour décider. Parce qu'effectivement, globalement, comme on a besoin d'un renouvellement qui est en théorie vers 2035, mais qu'il faut quand même plutôt anticiper d'ailleurs, parce que c'est jamais très bien de tout construire d'un coup, c'est plus compliqué, et puis dans le futur, il faut tout renouveler au même moment. Ça veut dire des décisions 2023 pour préfigurer les constructions de ces gros parcs ENR ou nucléaires, y compris de manière peut-être un peu anticipée par rapport aux besoins, pour éviter d'avoir tout à faire en même temps, ce qui n'est jamais très facile pour une filière. Y compris, ça lui fait un creux pendant un moment, puis après une grosse bosse, donc quelle que soit la filière. Donc, l'idée, c'est une énergie électrique décarbonée dont l'usage à partir de 2035 en volume devra aller croissant, qui doit être dans un système qui est complexe, qui entre autres limite les pointes pour éviter de recourir à du carbone, style gaz ou charbon, pour couvrir ces pointes, et qui trouve son équilibre global entre filières, y compris impact industriel en France, coûts globaux. Vous pouvez avoir des énergies qui sont peut-être plus chères, mais qui produisent plus souvent. L'éolien en mer, l'éolien en mer sera, par exemple, je pense, assez peu cher, mais vous pourrez avoir des centrales solaires de grosse taille qui seront moins chères que l'éolien en mer, mais elles ne produisent pas la nuit et elles produisent moins l'hiver. Donc, le coût, ce n'est pas celui d'une technologie, c'est un coût global, y compris des raccordements induits, etc. Voilà ce débat, résumé trop longuement ou de manière trop courte, mais je pense que de nombreux débats agitent la communauté économique, énergétique et scientifique française sur ce sujet et continueront. Attendons 2021, 22, 23. Ah oui, très bien. Peut-être une dernière question. Qu'en est-il de l'inertie qui existe entre nos actions pour le climat et leurs résultats? Alors, question à vous deux, Laurent et Philippe, c'est finalement sur l'avant-dernier slide de M. Michel, il y avait la question là, des puits de carbone. Est-ce qu'il y a des solutions pour limiter voilà, les émissions de carbone fatales qui vont se cumuler? Est-ce qu'il y a des solutions techniques? Voilà, donc peut-être une dernière question. Philippe, est-ce que… Oui, non, mais en fait, la question de la neutralité, elle est loin d'être évidente. On sait, a priori, on a des pistes pour décarboner la production. Ouais. La question du puits est une question centrale. Il y a à la fois les questions effectivement
séquestration carbone, avec toutes les questions de reforestation, etc. Enfin, toute la biosphère au service de la séquestration carbone. Et puis, il y a aussi donc, des technologies qui existent. Certaines sont on va dire, des démonstrateurs en opération, bien évidemment, de séquestration d'émissions directes, séquestration industrielle, ou bien d'utilisation d'anciens puits, pétroliers pour je dirais, comme réservoir où on va réinjecter des gaz fossiles dans comment dire, sous terre. Donc, mais il est vrai que si on doit définir un petit peu la question de la transition énergétique comme un puzzle, ben, on a un certain nombre de pièces du puzzle, mais clairement, le puzzle n'est pas fini hein, d'un point de vue recherche et innovation, et en particulier les questions de séquestration carbone, et surtout une séquestration carbone durable, parce que même la question de la reforestation, c'est comment pour qu'elle ne soit pas, je dirais, presque plus, pour qu'en tout cas elle soit efficace et elle soit durable. Donc, pour moi, ce sont des vraies questions ouvertes et sur lesquelles il y a un espace de recherche qui est très, très important. Merci Philippe. Écoutez, nous avons, je crois, dépassé le temps imparti. Il y avait encore d'autres questions, mais je crois que donc on peut vous remercier chaleureusement, en tout cas, à vous deux, de nous avoir donné cet angle d'attaque sur un sujet passionnant et qui nous concerne tous. Merci à tous et bienvenue aux prochaines minutes de l'X. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Merci encore et à bientôt. Merci. Merci. Merci, bonne soirée.